Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère surtout que c'est ça. Voilà. On dirait que ça fonctionne. Alors, bonjour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés. Voilà, ça semble être démarré. Je vois le défilement des secondes. Alors, on semble être officiellement en direct. Voilà. Il semble y avoir au moins une personne qui regarde. Alors, je ne sais pas si on attend que certaines se joignent à nous. Nathalie de Florian, bonjour. Vous êtes officiellement la première à intervenir. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, quelques personnes sont là. On va mettre les choses en branle officiellement. Euh, Bonjour, je m'appelle Steve Laflamme. Vous ne me connaissez peut-être pas. Bonjour, Élise. Je m'appelle Steve Laflamme, vous ne me connaissez peut-être pas. Je suis, comme vous pouvez le reconnaître à ma façon de parler, je suis québécois. Je suis auteur de romans policiers. En fait, j'écris plus précisément des thrillers que je vais vous présenter à l'instant, en attendant que vous m'envoyiez vos questions. Ne vous gênez pas pour m'envoyer vos questions. Je suis là pour ça aujourd'hui, pour me faire connaître de vous, pour répondre à certaines interrogations que vous pouvez avoir sur l'écriture en général, sur la littérature policière, sur la publication, sur le monde de l'édition. Alors, voilà, nourrissons-nous mutuellement. Je vais commencer par vous parler de mes romans. J'ai 3 thrillers qui ont été publiés jusqu'ici, publiés à la manière traditionnelle, c'est-à-dire chez en publication à compte d'éditeurs ici au Québec. Fait à signaler, mes 3 romans sont disponibles en Europe, en France en fait. Je sais que vous êtes pour plusieurs d'entre vous en Belgique. Je m'adresse à plusieurs Belges aujourd'hui. Les quelques personnes en Belgique qui se sont montrées intéressées à mes romans les ont commandés en France, je crois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant, étant donné la crise actuelle que l'on vit. Croyez-moi, on la vit autant au Québec qu'en Europe, là, la crise du coronavirus. Je sais que la chaîne du livre est plutôt paralysée là, à certains endroits. Certains distributeurs sont fermés. Des Européennes se sont informés de la disponibilité de mes livres. Il semble difficile de se les procurer actuellement. Mais si vous êtes intéressé, tenez bon. Éventuellement, les, euh, les vannes rouvriront. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter en attendant vos questions. Soyez pas insultés. Je regarde fréquemment à la gauche pour voir s'il y a des interventions en cours de route, s'il y a des questions qui apparaissent. Alors, mon premier roman, publié en 2017, le voici. S'intitule Le chercheur d'âme. C'est un thriller qui, en fait, est une traque au tueur en série. Je sais que c'est un thème qui revient assez souvent dans la littérature policière et j'ai l'impression que chaque auteur de romans policiers, à un moment ou à un autre, rêve d'écrire et de publier son propre roman de tueur en série. C'est une espèce de fantasme, j'ai l'impression, chez plusieurs auteurs de polar. Alors, moi, j'ai publié le mien, c'est par ça que j'ai commencé. Le chercheur d'âme, en fait, c'est le surnom du tueur en série dans le roman. Un tueur en série qui a entre autres, pour mode opératoire, d'ouvrir le visage de ses victimes. Alors, c'est assez gore par moment, oui. C'est un roman qui a eu beaucoup de belles critiques, tant au Québec qu'en Europe. Des Français, des Belges, des Suisses l'ont lu. J'ai eu plein de critiques vraiment chaleureuses de ce côté-là. Il a reçu un très bel accueil. Alors ça, c'est mon premier roman policier publié en avril 2017 et qui met en scène mon personnage fétiche, en fait, l'enquêteur Xavier Martel, qui revient dans le deuxième opus, qui est ici, et que vous ne voyez pas parce qu'il n'est pas assez haut. Voilà, j'essaie de placer ça comme il faut correctement. Sous un ciel d'abîme, c'est le deuxième opus mettant en scène le personnage de Xavier Martel comme enquêteur. Sous un ciel d'abîme a été
publié il y a un an, en avril 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est préférable de commencer par lire Le chercheur d'âme. Les intrigues policières dans chacun des romans sont distinctes l'une de l'autre. Chaque intrigue policière est indépendante. Par contre, il y a dans le chercheur d'âme une intrigue parallèle qui concerne le personnage de l'enquêteur qui va traverser, comme vous pouvez vous en douter, dans le deuxième roman et qui traverse éventuellement dans le troisième et le quatrième, puisque je suis en train d'écrire le troisième. Ça avance bien. Et l'histoire parallèle de cet enquêteur qui s'appelle Xavier Martel trouvera sa résolution dans un quatrième roman qui sera publié dans quelques années. Pour le moment, ce que l'on sait, c'est que le troisième opus sur lequel je travaille actuellement sera publié en 2021, vraisemblablement d'ici un an et demi environ. Alors voilà pour ce qui est de cette première publication, cette première série, cette première partie de mes projets, qui est celle qui occupe le plus de mon temps, il faut l'avouer, les romans qui mettent en scène Xavier Martel. Ce sont des thrillers, comme je l'ai dit. Le premier est assez gore par moment. Le deuxième, les moins, mais j'aime dire que j'écris des thrillers qui sont très noirs, qui sont plutôt noirs. Tant dans la psychologie du personnage central, de l'enquêteur, qui n'est pas épargné par ses propres démons, bien entendu, que chez les criminels. Le troisième opus sur lequel je suis en train de travailler, comme je vous en parlais, mettra en scène le milieu de la mafia russe à Montréal. C'est un univers qu'on aborde un peu moins dans la littérature policière, particulièrement au Québec. Et ça me fait plaisir de me documenter là-dessus, justement, d'aborder cet aspect de la littérature. Mon troisième roman, que peut-être certains d'entre vous avez lu. Sinon, vous connaissez peut-être la collection. J'ai beaucoup de difficultés à placer ça droit. Voilà. Il s'agit de Peau d'âne, qui est un thriller aussi, qui a été publié dans la collection des Contes interdits. Peut-être que certains d'entre vous connaissent les Contes interdits. C'est une collection de romans qui a été lancée au Québec il y a 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans, je crois maintenant. Et Peau d'âne fait partie je crois qu'on est rendu maintenant à 16 romans dans cette collection. C'est en fait une collection qui reprend les contes traditionnels que l'on connaît bien. Le mien, c'est Peau d'âne. Il y a La Belle au bois dormant, Réponse, La petite sirène, Cendrillon, etc., etc. Version romanesque, et non pas version conte, parce que, comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'un roman de près de 300 pages. Donc, ces contes sont repris en version romanesque, contemporaine, au Québec, particulièrement trash. En ce qui concerne Peau d'âne, c'est un thriller, je le précise parce que plusieurs des romans de la collection des Contes interdits sont ou bien des romans d'horreur ou bien des romans fantastiques. Le mien ne fait pas intervenir le fantastique. Il y a quelques scènes qui sont assez gore, mais d'abord et avant tout, c'est un thriller assez noir qui est inspiré, en fait, je me suis inspiré un peu du mouvement MeToo, le mouvement moi aussi qui était en vigueur il y a 2 ans, en fait, qui est en vigueur, qui a fait surface il y a 2 ou 3 ans quand est survenue une vague d'arrestations d'hommes particulièrement connus qui ont été soupçonnés ou accusés d'agressions sexuelles sur de nombreuses femmes. J'ai décidé de m'inspirer de cet univers-là et aussi d'un sinistre personnage qui s'appelle Donald Trump, qui se croit au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tous les principes, au-dessus de toute morale. Et j'ai créé donc un personnage central qui s'appelle tout simplement le président, avec un P majuscule. Pourquoi? De quoi est-il président? Il est le président, directeur général d'une multinationale qu'il a acquise de façon un peu retorse. Donc, tout ce qu'il fait dans sa vie est fait de façon un peu retorse. Et c'est un homme qui a des déviances sexuelles particulières, particulièrement violentes. Et il a eu la chance jusqu'ici, dans sa vie, d'avoir un bras droit, un fidèle allié qui passe derrière lui et qui s'assure de ne laisser aucune trace des méfaits du président. Sauf que au début du roman, le président a une relation violente avec une prostituée et cette prostituée parle.
Et donc, la spirale se met en marche et on assiste à la déchéance de cet homme que j'espère vous prendrez plaisir à détester. C'est du moins ce que j'ai souhaité en écrivant ce roman-là. Donc, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la littérature policière un roman de la victime. Mais ici, la victime en est-elle vraiment une dans la mesure où il s'agit du président et qu'il a couru lui-même à sa perte avec un comportement non seulement déviant, mais carrément criminel. Donc, c'est un roman que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Je vois quelqu'un d'autre qui s'est ajouté, Nelly. Bonjour, bonsoir Nelly. Je ne dois pas oublier que vous êtes en soirée, vous là-bas. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vois pas beaucoup d'activités dans le fil de discussion à gauche. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Entre-temps, je peux vous parler aussi brièvement de mon métier principal parce que j'ai, contrairement à bien des écrivains, j'ai la chance de ne pas avoir à attendre mes revenus d'auteur pour vivre. Je suis d'abord et avant tout professeur de littérature dans ce que l'on appelle au Québec un cégep, qui est en fait un collège d'enseignement général et professionnel. Donc, mes étudiants ont entre 17 et 20 ans. Je leur enseigne la littérature française, littérature francophone en général, littérature québécoise, mais aussi la littérature policière et les littératures de genre en général. Donc, j'ai le bonheur chaque automne de donner un cours qui s'intitule Littérature policière, fantastique et de science-fiction, dans lequel on aborde les littératures de genre, dans lequel j'accorde une importante part à la littérature policière et dans lequel j'essaie aussi de faire voir aux étudiants qu'ils doivent aborder une œuvre non seulement d'un point de vue de lecteur, mais aussi d'un point de vue de créateur. C'est-à-dire que moi-même, quand je lis un roman policier, je ne réussis jamais à me détacher de mon rôle de créateur et d'auteur. Et donc, oui, je me laisse porter par ce que je lis quand c'est bon, quand ça m'atteint, mais je ne réussis jamais complètement à oublier que je suis en train de lire un livre qui est en train de m'apprendre le métier d'auteur. J'en suis à 3 romans publiés, trois thrillers publiés. Je travaille sur le 4e actuellement. J'ai plein de projets pour plusieurs autres thrillers à écrire au cours des prochaines années. Mais je suis constamment en apprentissage. Et je pense qu'on l'est tous. Tout au long de notre vie, tout au long de notre carrière, un auteur de 90 ans vous dirait qu'il continue à apprendre de ses lectures, que ces lectures soient positives ou négatives. C'est-à-dire que si on se plaît beaucoup à lire un livre, on vérifie comment les choses ont été faites, on essaie d'identifier ce qui nous a plu à ce point. À l'inverse, un roman que l'on n'aime pas, un roman qu'on a envie d'abandonner, doit servir à nous faire voir ce que l'on n'aime pas, justement, doit nous permettre d'identifier ce que l'on ne veut pas dans un roman. Euh, j'ai abandonné un roman au bout de 3 pages. Je pense que c'est mon record à vie. Un roman d'un auteur américain que je ne nommerai pas, peut-être parce qu'il y en a peut-être ici qui l'aiment bien. C'est un auteur américain qui vend des millions de livres, qui est un ancien avocat, qui publie des romans policiers qui ont une belle renommée. Par contre, je me souviens même pas du titre du roman de toute façon. J'ai abandonné après 3 pages parce que, et c'est là l'important, parce que ce roman-là m'a appris quand même quelque chose. Les 3 maigres pages que j'ai lues m'ont quand même appris quelque chose. Elles m'ont appris que je ne croyais pas au dialogue des personnages, qui manquait de naturel. Je n'aimais pas, je ne m'attachais pas aux personnages. Et ça me semble être une chose très importante dans la littérature policière. Vous ne devez pas être indifférent aux personnages. Il faut que les lecteurs et lectrices aient envie de savoir ce qui va arriver aux personnages. Qu'il s'agisse du criminel, qu'il s'agisse de l'enquêteur, qu'il s'agisse d'une victime, la pire chose qui puisse arriver à un auteur, c'est que les lecteurs soient indifférents à son personnage, à ses personnages. Donc, voilà, ce roman-là que j'ai abandonné m'a permis, en 3 pages, d'identifier 3 aspects auxquels je souhaite faire attention lorsque j'écris. Je vous relance encore la question. Je sais que vous êtes quelques personnes à suivre actuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. Il n'y a pas beaucoup d'action dans le fil de discussion à gauche.
J'en profite pour vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. C'est une belle vitrine pour moi de pouvoir parler à des lecteurs et lectrices de Belgique. Le Salon du livre du Pays Noir m'a gentiment lancé l'invitation il y a quelques semaines. Et ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler. J'en suis honoré. Je disais donc que je suis professeur de littérature. J'enseigne à des élèves de 17 à 20 ans. Euh, j'ai, euh, je m'efforce, comme je vous le disais, de les placer dans la position du créateur, c'est-à-dire de mettre l'accent dans leur lecture sur la stratégie d'écriture d'un auteur. Oui, vous le recevez en tant que lecteur et lectrice. Oui, vous vous laissez porter par la lecture. Oui, vous vivez des émotions par rapport à ce que vous lisez, mais essayez de voir aussi les intentions de l'auteur derrière tel ou tel mécanisme dans le récit. Alors, ça bouge un petit peu plus dans le fil de discussion. Bonjour à Corinne, bonjour à Danica, bonjour Nathalie. Nathalie qui me dit, j'ai lu l'adaptation très très libre de Peau d'âne, j'ai trouvé assez spécial par rapport à l'histoire originale. C'est vrai que c'est une adaptation très libre. C'est aussi le mot d'ordre qu'on a quand on s'approprie les contes dans la collection des contes interdits. On s'efforce de respecter une certaine trame de base, mais on n'a pas l'obligation de tout récupérer tel quel. C'est-à-dire que je peux vous parler de Peau d'âne, s'il y en a qui se sont joints à nous en cours de route. Je parle de ce roman-ci, Peau d'âne, qui a été publié en août 2019 et qui est un thriller adapté à partir du conte de Charles Perrault. En fait, dans Peau d'âne, j'ai récupéré les éléments principaux de la trame, c'est-à-dire que dans le conte original, on a un roi qui est très aimé de la population, tout comme son épouse d'ailleurs. L'épouse tombe malade et avant de mourir, elle lui fait promettre que s'il est pour se remarier, il le fera avec une femme qui est au moins aussi belle que lui. Et le roi, éventuellement, en vient à trouver cette femme qui est ni plus ni moins que sa propre fille. Et la réaction de la fille est d'assassiner l'âne de la famille, de prendre sa peau, d'où le titre, et de se sauver pour ne pas être retrouvé, ne pas avoir à subir, c'est peut-être pas écrit noir sur blanc, mais ne pas avoir à subir l'inceste. Pourquoi, pour revenir à la question, à la remarque de Nathalie, pourquoi avoir si librement adapté Peau d'âne de mon côté? D'une part, je n'étais pas intéressé je n'étais pas intéressé à explorer le thème de l'inceste. Euh, d'un point de vue très personnel, c'est pas un thème que j'ai envie d'explorer. Je ne serais pas à l'aise à l'idée d'écrire là-dessus. Et d'un point de vue un peu plus pratico-pratique, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire chez nous au Québec de poursuite judiciaire à l'encontre de mon collègue Yvan Godbout, auteur de Hansel et Gretel dans la même collection, qui a écrit une scène d'agression sur un enfant et qui maintenant est accusé et aura un procès pour production de pornographie juvénile. Ce qui, bon, à mon sens et au sens de la très grande majorité des auteurs et des créateurs québécois, est complètement farfelu, complètement loufoque, mais ne serait-ce que par prudence, je n'ai pas voulu aller de ce côté-là et je pense que l'éditeur aurait été pas très chaud à l'idée qu'on aille de ce côté-là non plus. Donc, l'adaptation très, très libre de Peau d'âne, c'est sûr qu'elle provient entre autres de ça, de cet aspect-là qui a été enlevé au récit. Par contre, la trame de base, certains éléments de la trame de base sont encore là. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un roi, on a un président de compagnie. Au lieu de le faire très sympathique aux yeux de tout le monde, je l'ai rendu antipathique. Son épouse est là aussi. C'est une femme qui est très bonne, très altruiste, très bien, et qui tombe malade elle aussi, et qui lui fait lui fait promettre quelque chose aussi avant sa mort. Donc vous voyez qu'on peut reconnaître certains éléments de la trame. Elle lui fait promettre quelque chose. La promesse sera plus ou moins tenue, mais il va trouver le moyen d'impliquer sa fille dans ses activités futures aussi. Donc, encore là, on peut reconnaître, même si c'est ténu, certains éléments là, de la trame de base. Je n'en dirai pas trop, mais disons que la peau de l'âne
il y a un âne assurément dans cette histoire-là qui subit quelque chose de pas très agréable, disons-le comme ceci, c'est un euphémisme. Et donc, oui, c'est une adaptation libre, c'est ce qu'on s'est permis de faire, donc de façon trash, de façon contemporaine dans le Québec d'aujourd'hui, mais en ayant quand même comme contrainte de respecter minimalement, au moins minimalement, certains éléments du conte de base. Nathalie me demande qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire. Le fait d'être professeur de littérature, en fait, non, c'est plus vieux que ça. En fait, j'enseigne la littérature depuis une vingtaine d'années. J'ai 45 ans, mais j'ai eu le goût d'écrire à 15 ans, quand j'ai découvert Stephen King. Je ne serai pas très original. J'ai découvert Stephen King à 15 ans, d'abord par ses nouvelles, dans un recueil qui s'intitule Danse macabre, qui est en fait une traduction du titre original Night Shift. Ensuite, j'ai lu Cimetière et puis bon, j'ai été complètement accroché à Stephen King et j'ai eu envie d'écrire mes propres récits à partir de là. Et de fil en aiguille, ben, j'ai pris des décisions dans ma vie qui allaient faire en sorte que j'en allais venir à publier. J'ai décidé d'étudier en littérature aux grandes dames aux grandes dames de mes parents qui auraient souhaité que je choisisse un domaine d'études un peu plus sûr, un peu moins volatile. Et j'ai persisté, j'ai étudié en littérature, j'ai fini par faire une maîtrise en création littéraire. Je suis devenu professeur de littérature et je maintenais derrière ma tête ces projets d'écriture que j'ai gardés longtemps en moi parce que je ne me sentais pas prêt à écrire quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est une chose que je dis souvent à mes élèves et que je dis à quiconque me demande des conseils d'écriture, soyez patient. Soyez patient, ne soyez pas trop pressé de publier. J'ai publié mon premier roman, Le Chercheur d'âme, mon premier roman a été publié alors que j'avais 42 ans. Et je ne le regrette pas. Je n'aurais pas voulu que ce roman-là soit publié 10 ans, il y a 10 ans ou même il y a 15 ans, parce qu'il devait maturer, ce roman-là. Il fallait que j'y réfléchisse. Et donc, il faut de la patience. Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est la découverte de Stephen King, la volonté de mettre par écrit, moi aussi, mes angoisses, mes peurs, parce que j'étais un enfant plutôt peureux. Euh, Comme Stephen King d'ailleurs. J'avais peur du sang quand j'étais petit. Certains diront que je me suis vraiment bien repris dans mes romans. Aujourd'hui, mes peurs sont différentes. Au lieu d'avoir peur du sang comme quand j'étais petit, ben, j'ai peur de certaines autres choses. La crise du coronavirus actuellement fait en sorte que je suis très anxieux. J'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour les gens que je connais. Donc, la peur, comme un virus, la peur subit certaines mutations au fur et à mesure que l'on vieillit et elle reste un excellent moteur d'écriture. On a tendance parfois à tort à penser que les auteurs de polar sont des êtres froids qui se plaisent à décrire des scènes dans lesquelles on coupe des têtes, on arrache des viscères et on assassine de manière éhontée, alors que c'est pas le cas en fait. Du moins, pas pour moi, pas pour les gens que je connais. La littérature policière vise à dénoncer, vise à montrer les atrocités. Euh, une lectrice me disait ne pas avoir apprécié Podane à cause des violences soi-disant gratuites qui sont faites à l'égard des femmes dans le roman. Bon, il y en a, il faut dire que plusieurs de ces violences-là sont suggérées ou dites plutôt que décrites, d'une part. Et, mais c'était justement le but, l'objectif d'évoquer ces violences-là et de les décrire, ne serait-ce que minimalement, c'était justement pour révolter les lecteurs et les lectrices. Parce que le président est un être imbuvable, c'est un être méprisable, et à partir du moment où il se fait prendre à son propre jeu, et à partir du moment où la spirale se met en marche pour l'avaler, ben, il y a un effet cathartique. Le lecteur doit être heureux que cet homme-là soit enfin puni pour ce qu'il a fait. Danica me demande si je me suis déjà censuré dans un de mes romans. Est-ce qu'il y a des limites que je ne veux pas dépasser? J'en ai touché un mot un petit peu tout à l'heure en ce qui concerne Podane. Je ne souhaitais pas aller du côté de l'inceste. J'ai moi-même des enfants qui ont 11 ans et 9 ans. Ma conjointe m'a toujours dit qu'elle sera une fan presque inconditionnelle et qu'elle va lire tout ce que j'écris, sauf si ça met en scène
des actes criminels et violents aux dépens d'enfants. Et ne serait-ce que pour ça, j'ai pas envie d'aller de ce côté-là. Et c'est pas quelque chose qui me... Je ne serais pas à l'aise à l'idée d'écrire ces choses-là non plus. Donc, je pense qu'on se censure tous d'une certaine manière à propos de différentes choses. Maintenant, j'essaie toujours, quand j'écris, peut-être que vous allez trouver que ça dévie un peu de la question, mais je pense qu'il y a quand même un lien. J'essaie toujours, quand j'écris, de me demander si la violence que j'inclus dans le roman ou la scène que j'écris dans le roman sert l'histoire. Et c'est une des règles fondamentales dans l'écriture du polar. À mon avis, il faut que tout soit au service de l'histoire. Et donc, par exemple, il y a quelques mois, je donnais un atelier à des élèves d'une autre institution sur l'écriture d'une nouvelle policière. Et quelques-uns ont pris des risques, ont écrit un petit peu, et un garçon lisait son texte dans lequel on pouvait voir en filigrane la volonté de choquer, mais simplement pour choquer. Et ça ne fonctionne pas. On le sent quand ça manque d'authenticité, on le sent quand c'est choqué pour choquer. Si on est pour écrire des polars violents, si on est pour écrire des scènes de violence, il faut que ces scènes-là donnent quelque chose. Il faut qu'elles servent quelque chose. Il faut qu'elles servent l'histoire. Euh, donc voilà, c'est peut-être les limites que je me permets de ne pas dépasser. Ça m'en prend beaucoup pour m'impressionner dans un roman. J'ai lu, l'année dernière, j'ai lu Le Manufacturier de Mathias Köpping, qui est le parangon de la violence physique et psychologique, et c'est très dur. Certains poseraient ce livre-là et n'y reviendraient pas parce que ce serait insoutenable pour eux, pour elles. Moi, je dois dire que je suis assez dur à ébranler quand je lis. Euh, mais le seul livre que j'ai posé et vers lequel je ne suis jamais revenu, sans que ce soit parce que je ne l'aimais pas, là, le seul livre que j'ai abandonné parce que ça allait trop loin, c'est un roman québécois dans lequel, déjà dans les 10 premières pages, il est question d'un policier pédophile qui décrit ses envies pour un jeune Thaïlandais de 9 ans. Et je n'avais pas envie d'aller jusque-là. J'avais pas envie d'aller baigner là-dedans. Donc, c'est peut-être ce qui me... Mon point de censure serait peut-être là, je dirais. Élise me demande si mes élèves ont lu mes livres. Il y en a plusieurs. J'essaie toujours de garder comment dire, pas une pudeur, mais étant donné que je donne souvent un cours dans lequel la création intervient beaucoup, le cours de littérature policière fantastique et de science-fiction que je donne fait intervenir beaucoup un aspect création. Je mentionne que je suis auteur. En même temps, je vis dans un milieu qui est quand même relativement petit. Donc, même si je ne le mentionnais pas, plusieurs étudiants découvriraient que je suis auteur. En ce qui me concerne, le fait de leur mentionner que je suis auteur, je crois, ajoute une certaine crédibilité à ce que je dis dans mes classes. Cela dit, je persiste à croire qu'on n'a pas besoin d'avoir publié pour être capable de donner des cours de création et pour parler de littérature. Là. Je veux être très clair là-dessus. Mais je sens qu'avec mes étudiants, ça ajoute quelque chose. Cela dit, je ne pense pas faire de pub pour mes romans dans mes classes. D'un point de vue éthique, ce serait un peu étrange. Mais je vous dirais que les élèves par eux-mêmes viennent vers moi pour s'informer. Ils se rendent à la librairie scolaire qu'il y a dans l'institution où j'enseigne. Évidemment, ils voient mes livres qui sont mis en évidence. Donc, j'ai la chance de pouvoir dire que plusieurs m'ont lu et que plusieurs ont aimé. Plusieurs ont aimé ça. J'ai encore eu, au cours de la dernière semaine, une critique vraiment élogieuse de mon premier roman, Le chercheur d'âme, de la part d'une ancienne élève. Bon, ça fait toujours plaisir, évidemment. Nathalie me demande quel est le top 5 de mes livres ou auteurs préférés. Il y en a tellement que je vais me concentrer uniquement sur la littérature policière, étant donné que de toute manière, depuis une dizaine d'années, je vous dirais que 99% de ce que je lis, c'est du polar, c'est de la littérature policière ou des ouvrages qui gravitent autour du milieu criminel.
pour des recherches, entre autres, en vue de ce que j'écris. Donc, mon top 5, assurément en première place, La griffe du chien de Don Winslow, qui est un auteur américain. Je lis beaucoup d'Américains. Winslow est mon auteur préféré. Je l'ai découvert grâce à La griffe du chien il y a quelques années et il m'a donné envie de lire tout ce qu'il écrit. Et j'ai fait beaucoup de rattrapage depuis. J'ai lu, en fait, pour qui le nom dit vaguement quelque chose, Winslow est l'auteur de la trilogie Cartel. Donc, La griffe du chien, Cartel, La frontière, 3 romans, 3 briques de 700-800 pages sur les cartels mexicains. La guerre aux drogues, en fait, qui a eu cours et qui a toujours cours entre les États-Unis et le Mexique. C'est fascinant, c'est passionnant, c'est magnifiquement bien écrit, c'est concis, c'est d'un détachement très efficace, un détachement apparent très efficace. Donc, La griffe du chien, mon premier titre. Pas nécessairement dans un ordre précis, là. Donc, il y a aussi Ils vivent la nuit de Dennis Lehane que je suis en train de relire, justement. Quand j'ai envie de relire un roman, c'est bon signe habituellement. Donc, Ils vivent la nuit de Dennis Lehane qui, de mon point de vue très personnel, est le meilleur roman gangster que j'ai lu dans ma vie. Je sais qu'il y en a d'autres. Je sais qu'il y a Le Parrain de Mario Puzo. Je sais qu'il y a d'autres romans. Il y a des romans de Dashiell Hammett aussi, mais mon préféré reste Ils vivent la nuit de Dennis Lehane. Encore de Dennis Lehane, sans que ce soit un titre en particulier, je dirais la série, la plupart des romans de la série mettant en scène Patrick Kenzie et Angela Gennaro, qui est une série que j'ai vraiment adorée. Et je me suis vraiment attaché au personnage de cette série-là. Entre autres, le roman Prière pour la pluie est d'une efficacité redoutable. Et Lehane est, de tous les auteurs que j'ai lus, Dennis Lehane est probablement celui qui m'a le plus enseigné l'efficacité des dialogues, le caractère punché des dialogues, c'est-à-dire le fait d'aller droit au but et d'être caustique, de faire preuve d'humour noir dans les répliques des personnages, dans la répartie des personnages. On a parlé de qui? On a parlé de La griffe du chien de Winslow, on a parlé de Lehane. Je pourrais ajouter aussi, il y a Le serment des limbes de Jean-Christophe Granger que j'ai bien aimé quand je l'ai lu il y a une dizaine d'années. J'avais bien aimé. Quoi d'autre encore? Mon compatriote et collègue et ami Martin Michaud. J'ai vraiment beaucoup aimé son dernier roman qui s'intitule Ghetto X, qui est justement en nomination actuellement pour le prix Arthur Ellis, remis au meilleur roman francophone canadien de la dernière année. Donc, Ghetto X. Et j'en oublie probablement plein d'autres. À brûle pour point comme ça, c'est difficile d'en nommer plusieurs. DJ Lou, bonjour. Content que tu sois là. C'est toi qui m'as approché pour que je fasse ce live. Donc, merci pour l'occasion que tu me donnes et merci pour ta question. Quel auteur t'a donné l'envie d'écrire? J'en ai touché un mot tout à l'heure. C'est Stephen King. Que j'ai découvert à 15 ans. Et par la suite, j'ai découvert d'autres auteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais qu'entre l'âge de 15 ans et de 35 ans, j'ai beaucoup lu du fantastique et de l'épouvante. Grâce à Stephen King, évidemment, mais bon, King m'a redirigé vers d'autres auteurs comme Robert Bloch, Edgar Poe, évidemment. Graham Masterton, Clive Barker, la vague d'auteurs anglo-saxons qui était publiée chez Pocket. La collection Bibliothèque Marabout aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette collection-là, Bibliothèque Marabout, avec Thomas Owen, avec Abraham Merritt, avec Selma Lagerlof, Jean Rey, évidemment. Donc, plein d'auteurs que j'ai découverts à une autre époque. Et à partir de l'âge de 35 ans environ, j'ai voulu prendre mes distances un peu du fantastique parce que je tenais une chronique sur le fantastique dans une revue culturelle et j'avais l'impression de baigner beaucoup là-dedans et d'avoir dit ce que je voulais dire là-dessus. Donc, je me suis dirigé vers autre chose. Je suis allé vers la littérature policière. En 2013, je me suis installé devant mon ordinateur pour écrire mon premier roman, Le chercheur d'âme. En fait, mon premier roman policier, Le chercheur d'âme. Et j'ai senti que j'étais chez moi. J'ai senti que c'est ce que j'avais envie d'écrire, la littérature noire. Donc voilà.
Danica me demande si j'écris au calme ou avec de la musique. J'aimerais vraiment beaucoup écrire avec de la musique. J'ai plein d'idées de trames sonores. J'ai essayé d'écrire sur la trame sonore du Silence des agneaux. J'ai essayé d'écrire sur du Philip Glass. J'ai essayé d'écrire sur de, la, de la dark wave britannique et américaine pour certaines scènes un peu plus glauques. Et j'en suis incapable. Peut-être parce que moi-même, je suis musicien, je suis guitariste dans un groupe de blues et on dirait que ça me déconcentre. Plutôt que de me plonger dans une ambiance, ça me déconcentre et je porte attention à la musique un peu trop et je suis incapable d'être concentré sur ce que j'écris. Donc malheureusement, je dois écrire sans musique, ce qui n'empêche pas que je fasse souvent référence à la musique dans ce que j'écris. Par exemple, mon enquêteur Xavier Martel dans mes romans Le chercheur d'âme et Sous un ciel d'abîme est un grand fan de blues. Euh, donc, il y a souvent des références au blues dans ces romans-là. Sinon, si j'ai un rituel d'écriture, quoique ça n'arrive pas aussi souvent que je le souhaiterais, mais ces temps-ci, je dirais que j'écris précisément là d'où je vous parle, c'est-à-dire dans mon bureau, à la maison, et que j'éteins les lumières, je garde une petite lampe sur le bureau pour être dans une espèce d'ambiance me sentir dans une espèce de cocon de noirceur. Euh, et mon amoureuse, d'ailleurs, ne sait pas comment je fais. Elle trouve ça claustrophobant. Ça me fait bien rire. Quand on loue l'été, on loue un chalet dans une autre région, dans la forêt. Et l'endroit où je m'installe pour écrire dans ce chalet-là est une espèce de gazebo qui est annexé au chalet. Et il y a tout plein de papillons de nuit qui viennent tourner autour de moi. Alors là, vous me voyez venir, hein, l'amateur du silence des agneaux que je suis a développé une espèce de, j'oserais presque dire, une espèce de, sinon une amitié, un respect pour les papillons de nuit qui viennent me visiter pendant que j'écris. Donc, c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. J'ai besoin de me sentir enveloppé dans une espèce de pénombre pour écrire. Mais cela dit, bon, j'ai une assez bonne adaptabilité. Je peux écrire dans un café aussi assez facilement, je vous dirais. Danica, connais-tu déjà la fin des livres que tu écris ou te laisses-tu porter par tes personnages? Ça, c'est une question que j'adore. Je dirais que c'est un peu des deux. On m'a déjà posé la question, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup. Euh, J'aime croire qu'il y a deux grands types d'auteurs. Il y a ceux qui planifient comme moi et il y a ceux qui, sans dire qu'ils improvisent, mais qui se laissent porter par leurs idées. Moi, je suis assurément de la première catégorie. Je suis un planificateur presque compulsif. Je prends beaucoup de notes. J'ai des dossiers depuis une trentaine d'années sur des textes que j'aurais envie d'écrire, des nouvelles, des romans. Quand j'aborde de l'écriture d'un de mes romans, je, je fais un plan. Euh, je travaille, excusez-moi, ma voix est en train de lâcher. Quand j'écris, par exemple, je travaille actuellement sur mon troisième roman de la série Xavier Martel. Le simple plan de ce roman-là a nécessité 22 feuilles. En fait, je vais vous les montrer. Je suis assez loin, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais alors, vous voyez le format de ces grandes pages avec tout plein de notes. Alors, il y a 22 grandes pages comme ça qui ont constitué le plan du troisième opus des aventures de Xavier Martel. Cela dit, ça change toujours en cours de route. Et parfois, très tôt dans l'écriture, je me rends compte que ce que j'avais prévu ne fonctionne pas, que tel chapitre n'est pas au bon endroit, qu'il arrive trop tôt, ou à l'inverse, que tel autre arrive trop tard, ou que tel nœud n'est pas défait de la bonne manière. Donc, pour revenir à la question de Danica, jusqu'à un certain point, je me laisse porter par les personnages et aussi, dans la mesure où les personnages sont au centre de tout dans l'écriture policière, dans le roman policier. L'auteur Dennis Lehane, dont j'ai parlé tout à l'heure et que je respecte beaucoup, part toujours de personnages. Et tout le reste vient se greffer autour des personnages dans les histoires qu'il raconte.
C'est un peu la même chose de mon côté. Je me laisse parfois porter par les personnages et ce qui est fabuleux dans l'écriture, personnellement, un des aspects que je préfère dans l'écriture, c'est le fait que certains personnages semblent s'imposer. Là, je sais que ça a l'air un peu ésotérique dit comme ça, mais certains personnages sont destinés pour être des personnages secondaires ou tertiaires, et je me rends compte en cours de route que je les aime bien et que j'ai envie de les garder. C'est arrivé dans le premier roman, dans Le Chercheur d'âme, un garde du corps qui s'appelle Gus, pour ceux qui auraient lu le roman. Un garde du corps dans le premier roman est un personnage tertiaire, c'est encore trop fort pour le décrire. Et à un moment donné, je me suis rendu compte vers la fin du roman que j'avais envie de faire intervenir. Et j'ai tellement pris goût à ce personnage-là et la dynamique qui s'est établie entre ce personnage-là et le protagoniste, Xavier Martel, m'intéresse tellement. Je sens tellement de naturel quand je fais parler ces deux êtres-là ensemble que j'ai gardé leur collaboration. Alors, personnage qui devait avoir une présence anecdotique dans le premier roman, a une présence plus importante dans le deuxième et il est là aussi dans le troisième. Donc, c'est le genre de choses qui arrivent en cours d'écriture et ça, c'est fabuleux. DJ Lou me demande quels auteurs français ou belges as-tu déjà lu? Il y en a trop pour que je les note tous, mais j'en ai identifié quelques-uns tout à l'heure quand j'ai parlé de mes premières lectures, des auteurs fantastiques que je lisais. Il y a Jean Rey, évidemment, il y a Thomas Owen, qui d'autre? Bon, les Français, évidemment, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Chez les Belges, je ne serais pas très original si je vous dis que j'ai lu Amélie Nothomb, mais à peu près tout le monde a déjà lu Amélie Nothomb, je crois. Euh, euh, les Français sont très, très, très nombreux parce qu'évidemment, j'ai fait mes études en littérature, donc la littérature française a pris une énorme place et prend encore une énorme place dans le cursus de ce que l'on étudie lorsqu'on étudie la littérature au Québec, étant donné évidemment la filiation entre la France et le Québec, qui a d'abord été une colonie qui s'appelait la Nouvelle-France, hein, vous le savez probablement. Donc, il y en a trop pour que je les nomme tous et à brûle pour point comme ça, je suis certain que j'en oublie. Là. Euh, mais les auteurs belges en littérature policière, je dois avouer que je ne me souviens pas d'en avoir lu. Euh, ne me lapidez pas. Je vais y remédier à un moment donné. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que l'accessibilité des œuvres n'est pas toujours à point. Il y a des auteurs, je vais prendre l'exemple de Mathias Köpping, auteur français qui a écrit, comme plusieurs d'entre vous le savez, là, Les démoniaques et le manufacturier. J'ai commandé ce roman l'année dernière et c'est un roman qui est disponible sur commande. Donc, les libraires au Québec ne le tiennent pas en stock, même si c'est un roman qui a gagné un prix, qui a eu un grand retentissement il y a un an ou deux dans le milieu du polar européen. C'est un roman qu'il faut commander en France quand on est au Québec. Donc, pour ce qui est de l'accessibilité des œuvres, c'est pas toujours évident. Nathalie me demande si j'ai déjà fait des salons en Belgique. Non, et j'aimerais tellement en faire. Je sais qu'il y a de nombreux salons en Europe sur le polar et je rêve sincèrement d'y aller, d'être partie intégrante d'un ou de plusieurs de ces salons éventuellement. C'est pas facile de percer le marché européen quand on est au Québec. J'en ai parlé sur un autre groupe il y a quelques jours. Ça peut vous donner une idée un petit peu. Je pense qu'il est peut-être important que je vous parle de la démographie et de la géographie du Québec pour ceux qui la connaissent plus ou moins. Le Québec est en fait un îlot, et le Québec est le seul îlot francophone en Amérique. C'est-à-dire que c'est au Québec qui est concentré la plus grosse masse de locuteurs francophones en Amérique. Il y en a quelques-uns qui sont disséminés ailleurs au Canada et à quelques endroits aux États-Unis, mais c'est très, très, très majoritairement au Québec qui est le marché francophone. La population du Québec est de 8 millions et demi d'habitants. Sur 8 millions et demi, on compte environ 7 millions à 7 millions et demi de francophones. Partout à l'ouest, ce sont des provinces canadiennes anglophones.
À l'est, quelques provinces canadiennes anglophones pour la plupart. Au nord, au nord, il y a les Inuits et il y a du froid, pas une grosse population. Et au sud, ce sont les États-Unis. Ce qui fait que quand on publie en français au Québec, on est destiné à être lu au Québec. Et je pense que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de parenté entre la Belgique et le Québec de ce point de vue-là. Pour ce qui est de la petitesse du marché, c'est-à-dire que chez nous, comme je le disais, on est lu essentiellement au Québec. C'est très difficile de traverser l'Atlantique et d'être lu en Europe, à moins d'avoir gagné des prix, à moins d'avoir beaucoup vendu. Et vendre beaucoup au Québec, il faut s'entendre sur la définition. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous en Belgique, mais au Québec, un best-seller en littérature, c'est 3000 ventes, étant donné la petitesse du marché. Donc, euh, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, pour que je sois invité dans un salon européen, il faudrait que je sois très en vue ou que des gens parmi vous aient suffisamment envie de me voir pour que je sois invité. Euh, mais je sais qu'il y a, comme Nathalie le souligne, là, il dit tous les ans, il y a un stand du Québec à la foire du livre de Bruxelles. On ne t'a jamais invité. Non, on ne m'a jamais invité. J'aimerais beaucoup être invité. J'ai des gens que je connais qui sont invités. Euh, J'imagine qu'il y a un nombre restreint aussi de personnes qui doivent y être invitées. La délégation du Québec n'est pas infinie. Et bon, je comprends très bien qu'on choisisse les meilleurs vendeurs, ceux qui ont gagné des prix. Cela dit, moi, j'adorerais aller en Europe faire quelques salons du polar parce que je sens que il y a quelques personnes qui me connaissent chez vous. Ça fait depuis 3 ans, depuis 2 ou 3 ans, je fais partie du groupe Mordu de Thriller. Je crois qu'il y en a plusieurs parmi vous qui en font partie aussi. Euh, et mon nom circule de plus en plus, je crois, mais je sens encore que je suis un inconnu là, pour plusieurs. Donc, j'aimerais beaucoup éventuellement avoir l'occasion d'aller en Europe pour des salons. Danica qui dit merci pour ce live, au plaisir de te lire et de te rencontrer. Ben, ça me ferait très plaisir aussi. J'espère effectivement qu'on aura l'occasion. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Il est euh, 48, donc probablement 19h48 chez vous. Il me reste environ 5-6 minutes avant de vous quitter. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez me poser? J'espère que tout va bien pour vous. Ça me permet de vous le dire. J'espère que la pandémie n'est pas trop sévère de votre côté. Ici au Québec, on sent qu'on en est encore, je dirais pas au premier balbutiement, mais on est en confinement depuis 1 mois et demi environ, 1 mois et demi, 2 mois, et on ignore de quoi seront faits les prochains mois. C'est assez angoissant, mais on fait avec. Je pense qu'on ne peut rien faire de plus. Ben voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous suggère qu'on arrête ici. Et puis, merci beaucoup pour cette occasion. J'ai été ravi de discuter avec vous. Merci beaucoup, DJ Lou, pour l'invitation. J'en suis très touché. J'espère avoir l'occasion de vous voir tous et toutes en personne avant longtemps. Il y a une dernière question qui apparaît. Justement, est-ce que tu verrais ou aimerais avoir tes romans en série ou en téléfilm? Ben, évidemment, oui. Évidemment, oui. Je crois que ma série sur Xavier Martel serait, je pense, assez facilement transposable à l'écran. Euh, on me l'a déjà dit, des lecteurs me l'ont dit. Je sais que je suis très influencé moi-même dans mon écriture par les séries télé. Je suis un grand consommateur de séries télé, beaucoup plus que de films, en fait. Et donc, je sais qu'il y a ce rythme-là dans mon écriture. Euh, je pense que ce serait très faisable de faire des séries. Et même, je préférerais des séries plutôt que des films à propos de mes romans. Mais oui, ce serait génial, absolument. Alors, bonne soirée à tout le monde. DJ Lou, Élise, Nathalie, merci beaucoup pour votre Danica, merci beaucoup pour votre participation généreuse et vos questions et votre intérêt. Et j'aurai grand plaisir à discuter avec vous en ligne. N'hésitez pas à venir
à venir vers moi. Vous pouvez vous rendre sur ma page d'auteur, Steve Laflamme, auteur, tout simplement. Et ça me fera un grand plaisir d'avoir de vos nouvelles. Salutations à tout le monde.